L'artiste dont nous allons évoquer la mémoire a électrisé la chanson française. Un homme qui a donné beaucoup d'amour et d'amitié à un public venu l'applaudir pendant près de 50 ans. Costume bleu, cravate à pois, lettres rouges accrochées au fronton de l'Olympia, et le voilà plus que présent dans nos esprits. Ces chansons, vous les connaissez par cœur, tant elles accompagnent nos vies dans les instants de bonheur ou les tracas quotidiens. Et maintenant qu'il est parti depuis 23 ans, rendons hommage à Monsieur 100 000 volts qui nous regarde peut-être seul sur son étoile. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous revenons chercher Gilbert Bécaud. Et pour l'évoquer, j'ai le plaisir d'accueillir sa fille, Émilie. Bonsoir. Bonsoir Émilie, merci d'être avec nous sur Mélodie Radio. Merci, bonsoir, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Bécaud, l'important c'est Bécaud. Tant de tubes, tant de chansons. Il a marqué la chanson française. Bah, j'espère bien. Pardon. Oui, il a marqué, oui. En tous les cas, moi, il m'a marqué. Avant d'évoquer l'œuvre et la mémoire de Gilbert Bécaud, j'ai l'habitude de demander à mes invités quel est le plaisir démodé de la chanson française ou internationale, une chanson vintage qui vous a marqué. Alors, elle n'est pas du tout française, j'en suis navrée. Moi, j'étais très branchée Michael Jackson. Ouais. Thriller. Ouais. Vous me disiez hors antenne que vous avez vu le clip. La première fois qu'il est sorti en France, le clip, c'était un premier clip qu'on voyait à la télé. Ouais. Et c'était Michael Jackson en loup-garou. Waouh. Trop fort, c'était un court-métrage hyper bien fait et c'était magnifique, c'était super chouette, j'étais excitée comme une puce devant ma télé et non, c'était chouette. Papa l'a regardé aussi, on était tous les trois avec maman, ouais. On l'a regardé comme si comme si on venait de regarder le premier pas sur la lune, quoi. Et ouais, Thriller de Michael Jackson, c'est la chanson vintage préférée d'Émilie Bécaud. Nous allons évoquer bien sûr un artiste qui n'est pas démodé tout au long de l'interview, Gilbert Bécaud, votre père. Il a fait tant de chansons, combien à peu près 500, 600 ? Ouais. C'est ça ? Ouais, c'est énorme. J'arrive plus à calculer, il y en a un petit peu trop là. Et puis plus je nettoie le placard, plus j'en trouve. Et de temps en temps, elles sont sympas. Et puis de temps en temps, il n'y a pas assez, elles sont en mauvaise qualité. Il n'y a pas assez pour sortir la chanson, ou il parle trop, ou il s'arrête en plein milieu. Dans des bandes que vous avez chez vous ? Ouais. 500 chansons, ça commence avec Les Croix en 53 jusqu'à son dernier succès, Faut faire avec en 99. Il y en a une qui a votre préférence ? C'est celle qu'il aurait pu écrire après, ouais. Bien sûr. Hein. Toujours tournée vers l'avenir. Ouais. Ma préférée, c'est celle qu'il aurait dû écrire après. Mais j'ai fait un duo récemment avec lui, virtuel, bien sûr, qui s'appelle My Emotions. Et je lui dis ce que j'avais envie de lui dire, quoi. Et il me retourne le message. Et pour moi, pour le moment, c'est une de mes chansons préférées parce que je chante avec papa. Et parce que c'est mon moment de père-fille, en fait. On y reviendra dans ces duos avec Gilbert Bécaud. Vous en avez fait 3 en comptant celui-là ? Oui. 3. Bon, on va y revenir au cours de cette émission. Et on va commencer dans les années 50. Allez. Puisque c'est là où Gilbert Bécaud a commencé. Il était pianiste de bar. Une époque où il rencontre un certain Jacques Pils, qui était l'amant d'Édith Piaf, et qui le présente à Piaf. Oui. Bon. Et toujours à cette période... on ne sait pas s'il souhaitait être chanteur ou pianiste professionnel, c'est ça ? En fait, il ne savait pas lui-même. D'accord. Il ne savait pas lui-même. Il savait qu'il était bon pianiste. Il voulait trouver du travail. Ouais. Et donc, il a trouvé du travail comme ça dans les pianos-bars. Et puis, après, il a rencontré Jacques Pils. Il a fait travailler pour Piaf en tant que pianiste. Et puis, à un moment donné, il en a eu marre. Et puis, il a tenté sa chance. Et ça a marché. Piaf lui disait qu'il n'avait pas de voix au début. Oui, c'était pas la plus sympathique des personnes. Très dur. Ouais, très dur. Elle n'était pas gentille avec lui. Elle le traitait de chien galeux. Le jeune chien de Piaf, comme on peut le voir. Elle n'était pas fort sympathique, mais justement, c'est ce qui a aussi fait son caractère à lui, et ce qui l'a conforté dans son choix aussi. Parce que quand il a réussi, il s'est pas retourné pour lui dire « Regarde, t'as vu ce que j'ai fait, t'étais nul, t'as pas compris ». Et il lui a pas dit, justement, il a été classe, il a rien dit. Il l'a laissé faire et elle s'en est mordu les doigts après. Après, elle lui a dit que c'était bien et qu'il avait bien bossé, comme si c'était elle qui l'avait poussé à faire ça. Mais en fait, voilà...
bon, voilà, après, c'était ces années-là, et puis on se parlait pas comme on se parle aujourd'hui. Et il y a des rencontres dans ces années 50 qui seront décisives, dont une avec un certain Pierre Leroyer. Ah. Ceux qui connaissent bien la chanson pensent bien évidemment à Pierre Delanoë. La grosse voix. La grosse voix que vous considérez, je crois, comme l'un de vos tontons. Alors oui, mais c'est... moi, je l'appelle la grosse voix. Je l'ai toujours appelé la grosse voix parce qu'il avait une voix méga grave, un peu à la Barry White. Ouais. Tu vois. Et dès qu'il me parlait, j'étais scotchée, pétrifiée, en mode waouh. Et j'entendais pas ce qu'il me disait, j'entendais juste le son de sa voix. Et ça m'attirait, et en même temps, ça me faisait peur. Et Pierre, c'est Pierre, quoi. Ouais. C'est la grosse voix. Quand il passait les week-ends chez vous dans le Poitou. Ouais, il était là. Hein. Ils bossaient tous les deux. Ça bossait dur, très dur, et ça s'amusait très dur. Ça s'amusait aussi. Ouais. Après, quand il quittait la cabane, c'est ça? Ouais. À la fin de soirée, c'était... Quand ils venaient dîner, Ouais. Soit ils repartaient droit tous les deux, et ça partait travailler. S'ils n'avaient pas terminé, il fallait absolument que ce soit fini. Ouais. Soit ils avaient encore un peu de temps avant de terminer, et il n'y en a pas un des deux qui repartait correctement dans leur chambre. En général, c'était roule ma boule, je te roule dans le couloir, ou alors je te traîne par les pieds jusqu'à ton lit, et une fois que tu es arrivé au bord, tu te débrouilles. Et c'est avec Pierre Delanoë qu'ils commencent à écrire leur première chanson. Deux succès, Les Croix, on l'évoquait tout à l'heure. Et une chanson que je vous propose d'écouter tout de suite, Mes mains. Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Quelle voix, Beko déjà. T'as vu ce romantisme dans la voix? Ouais. Romantisme sur une chanson qui pourtant parle de séparation. Ouais, mais c'est son grain de voix, c'est son côté romantique, fleur bleue. Tu sens qu'il a encore les paillettes dans les yeux, quoi, quand il parle. On y reviendra, mais il a électrisé les foules avec Les Croix, quand même un sujet plutôt pas sérieux. terrible, ouais. Et Mes mains, et d'autres chansons bien sûr, je pense à La Balade des Baladins, etc. Mais il a électrisé les foules avec des sujets sérieux. Ben oui, je sais. C'est fou, hein. C'est fou avec des trucs qui veulent vraiment dire des choses très importantes. Mais je pense que c'est son jeu de scène. Ouais. Et sa voix, quoi, son interprétation. Papa était un interprète, c'était pas un cantateur, il faisait pas partie des choses lyriques, mais il avait une voix, un coffre. Ouais. Et il se servait de son côté acteur. Et moi, je trouve qu'il le faisait très bien. Il a une voix absolument sublime, où tu peux fondre, quoi. C'est comme la voix de Garou. Moi, j'entends la voix de Garou, ça m'assit, quoi. Je suis là, waouh. C'est trop bien. Une voix séduisante qui le conduit directement à enregistrer son premier 33 tours. Il passe pas par la case des 45 tours. Et c'est à cette époque qu'il adopte le fameux costume bleu et la cravate à pois. Alors, pour les rares personnes qui ne savent pas pourquoi Gilbert Bécaud avait une cravate à pois, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Émilie? Il devait rentrer faire un concert dans un club, je crois que c'était, si j'ai bonne mémoire. Et il n'avait pas le droit de rentrer s'il n'avait pas un nœud papillon ou une cravate. Donc fatalement, ça devient compliqué quand c'est toi le chanteur et qu'il faut absolument que tu sois sur scène. Donc il y a cette histoire où c'est un morceau de la robe de sa mère. Mamiko. Ouais, très honnêtement, je pense qu'il a fait comme tout le monde, qu'il a été au magasin d'à côté, il s'est acheté une cravate et puis il est revenu, il a pris la première qu'il a trouvée et voilà. Il vous a jamais raconté? Non. Il vous l'a jamais dit? Non, donc moi je suppose qu'il a juste fait comme tout le monde, était dans un magasin, parce que je vois pas du tout sa mère en train d'arracher sa robe pour faire une cravate. Ouais. Une cravate un peu décente pour monter sur scène, t'arraches pas un morceau de tissu comme ça, quoi. L'idée est magnifique, l'idée est très belle. Oui, l'histoire est belle. L'histoire est belle. Maintenant, est-ce qu'elle est véridique? J'en suis pas à 100% sûre. D'accord. Mais ça, c'est parce qu'il m'a pas dit, moi. Il aimait bien laisser les choses courir. Il a jamais dit à votre maman non plus? Non. D'accord. Non. Donc ça restera un mystère finalement, la légende. Il n'y a que lui qui le sait. Il n'y a que lui qui sait la vérité sur cette cravate. Sur cette cravate à pois, ce costume. Et le côté bleu, je ne sais pas pourquoi non plus. Le bleu électrique, là, j'ai pas bien compris. Bleu non pétrole, plus. Ouais, j'ai un peu comme le vôtre.
Alors, plus sobre le mien quand même. Non, tiens, des rayures. Papa, il n'avait pas de rayures. Oui. Okay. Mais c'est la même ambiance. Ouais. La même ambiance. J'ai pas compris pourquoi bleu, parce que tu le vois mieux sur scène que du noir, parce que ça reflète un peu plus la lumière, parce que ça brille un peu, j'en sais rien. Et le personnage est né, Beko. Ouais, il est là, il est rentré, et le mythe s'est installé très vite. Mais regarde toutes les photos que tu as, son regard. Et Ouais. moi, j'ai l'impression qu'il me regarde, où je regarde, il me regarde droit C'est fait dans les exprès. yeux. Droit dans les yeux, il me regarde de partout, là. Celui-là, son petit air coquin, là, sur celui-là. Ouais. Attends, je vais le chercher. Parce que lui, il est... Moi, fatalement, je suis sa fille. Fatalement, je suis sa fille, donc ça colle pas. Mais si tu veux, regarde-moi ce regard. Ouais. Attends, Oui, le regard de T'as- Beko. t'as le petit regard de Beko, mais t'as aussi le regard de papa. Et il y a un air... petit coquin, regarde le petit coquin, là. Tu vois tu le vois, là, dans ses petits yeux, là. Et il y a un air de famille. Qu'il est à deux doigts de faire une bêtise. Voilà, vois chers auditeurs, les disques de Beko qui entourent ce studio. C'est ce petit Pour ceux air, qui nous re- ce petit truc, là, en plus, qu'il a. Ouais. Ces petites étincelles. Et ça l'a propulsé tellement loin que regarde tout ce qu'il a fait. Regarde, on a étalé une bonne partie ici et je t'en remercie. Oh bah... Parce que je découvre des pochettes que j'avais oubliées. Ah oui. Bah ouais, parce que j'ai pas la tête toute la journée dans les documents de papa quand même. Dans les 10, oui. J'ai une vie, j'ai des enfants. Donc voilà, mais ouais, ça fait plaisir. Et puis je le vois dans son petit regard. Ouais. Son petit regard Vous l'aimez coquin, bien là. cette photo. Oui. Bah là, c'est papa. Là, c'est papa. Là, c'est votre papa. Ouais, là, c'est papa. Là, c'est plus Beko. Non, il a les yeux, là, dans son regard. Ouais. Petit regard de... Je vais Voilà. faire une bêtise. Il électrise les foules et on va partir dans un endroit que vous connaissez bien, qui est aussi cher, l'Olympia. Ah oui, c'est ma maison. C'est votre maison, ce 16 février 54, en première partie de Lucienne de Lille, où là, on casse les fauteuils, on casse tout. T'imagines. Et puis, t'as vu les fauteuils de l'Olympia ? T'as vu comment ils sont costauds ? Comme ils sont boulonnés Et maintenant. puis, mais même à l'époque, ils étaient boulonnés, mais ils étaient super lourds, parce que j'en ai un à la maison, Ouais. qu'il a ramené. Ah, il en avait gardé un Et il en a piqué un. de l'ancien Olympia. Ouais, Ok. ouais. De quand justement ils ont démonté les fauteuils et qu'ils ont mis tout le bazar à l'Olympia, il a récupéré un fauteuil cette soirée-là. Combien 250 fauteuils, je sais plus le nombre. Je sais pas, j'étais pas née, Oui. mais il y avait des soutiens-gorge, des slips et tout ça sur la scène et tout. Ah ouais, c'était chaud. Ouais. C'était chaud, tout ça C'était parce chaud. que Europe 1, C'était la première idole de France, hein, faut pas l'oublier. on va y hein. venir. Première idole des jeunes. T'imagines ça ? La radio avait annoncé un concert gratuit pour les jeunes. Ouais. Et ça y est. Débordé. L'Olympia a débordé, ça savait plus quoi faire. Il y avait genre 2 km de foule à la sortie. Et une grande cohue. Ah, Une énorme. grande cohue à la sortie. Énorme, un bazar pas possible. Et malgré ce succès qui le propulse, on y arrive comme idole des jeunes, il va avoir des critiques qui vont quand même le blesser. On le traite de pantin mécanique, on comprend pas cette personne qui ose chanter de dos, qui soulève des foules comme ça. Pour un chanteur, c'est totalement nouveau ce musical-là. En fait, il chante pas de dos. Alors, il est de dos au public, oui, mais il est de face à ses musiciens et il leur dit des choses à ses musiciens. D'accord. Ok, il donne des tops aux musiciens, il donne des indications à ses musiciens, ou ses musiciens lui en donnent. Tu vois, c'est pas il tourne le dos aux gens, c'est il se tourne parce qu'il a une info à donner ou il a un truc ou il a une info à recevoir. C'est pas il tourne pas le dos juste pour tourner le dos. Oui, c'est le personnage. Mais ça fait partie du personnage, alors qu'en fait à la base il se retourne parce qu'il a besoin de dire quelque chose à ses musiciens. Et du coup c'est devenu un truc. Mais à la base c'était pas un truc. Comme cette fameuse main quand tu mets ta main là, pour la justesse. tu t'entends. Ouais. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Je veux dire, ça, faut pas aller chercher midi à 14h. Hein. C'est aussi bête que ça. Beaucoup de gens chantent comme ça pour s'entendre. Papa, il a fait la même chose, sauf qu'il l'a fait sur scène parce qu'à l'époque, les retours, on peut pas dire que la technologie était au top. Hein. Ouais. Donc, les retours, le son était pas foudroyamment terrible. Donc, pour être sûr que tu sois pas faux, fallait au moins t'écouter. Ouais. T'as que ça pour t'écouter à l'instant T. Puisque t'as pas de technologie, t'as pas de ears, t'as rien. Ça n'existait pas à l'époque. Il y avait pas de téléphone portable, t'avais que dalle. Donc il mettait sa main. Donc il mettait sa main pour avoir la justesse, pour être sûr qu'il soit juste, parce que les haut-parleurs qui étaient devant,
C'était vétuste. Voilà, c'était pas terrible, quoi. Et par rapport à ces premières critiques, c'est une question qu'on se pose quand on connaît ce qu'on entend du tempérament de Gilbert Bécaud. Comment l'a-t-il pris? Comment il a vécu ce rapport avec les médias, avec les critiques tout au long de sa carrière? Il s'en fichait? Est-ce qu'il le prenait à cœur? Non, il s'en fichait pas, mais comme il était partout dans le monde, il n'avait pas le temps de lire les magazines. D'accord. Donc en général, quand il était au courant, c'était genre 6 mois après, 8 mois, trop tard. Trop tard, donc tout le monde pensait qu'il s'en foutait. Non, mais quand ça sortait en France, il était peut-être au Japon pendant 2 semaines. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Rien. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Puis il remplissait les salles. Oui, mais il n'y avait pas d'internet, donc il était au courant. Il savait pas ce qui se passait en France ou en Europe en tous les cas. Il était pas au courant, donc tu le savais quand tu arrivais dans le pays. Avant ça, tu le savais pas, puisque les téléphones, c'était que des téléphones fixes. T'en as un là, beau derrière moi. C'était que des téléphones comme ça. T'en as un derrière moi aussi, si jamais. Ouais, tu vois. Donc, je veux dire, c'est que des trucs comme ça. Tu pouvais pas rentrer dans le théâtre et puis appeler comme ça et puis te mettre sur Internet et tout. Ça n'existait pas. Donc, il laissait couler. C'est pas qu'il laissait couler, c'est que quand il arrivait, il n'avait pas le temps de répondre. C'était trop tard. T'avais déjà entre 5 et 6 mois de passé, donc c'était trop tard pour répondre, en fait. Ouais. Et puis ça servait plus à rien, parce que la polémique était déjà passée, les gens, ils étaient déjà passés à autre chose, tout simplement. Et puis il avait autre chose à faire que de répondre aux polémiques. Je veux dire, tous les soirs, c'était plein, ces concerts. C'est ça qui était beau. 3000 personnes à 5000 personnes tous les soirs. Excusez-moi du peu, mais on a autre chose à faire que de répondre à quelqu'un qui avait une mauvaise humeur. Et à l'Olympia de Bruno Cocatrix, il lui restera fidèle jusqu'au bout de la vie de Bruno Cocatrix, mais également de la carrière. Gilbert Bécaud a toujours chanté à Paris, à l'Olympia. C'était une promesse qu'il lui avait faite. Et pourquoi, et surtout, quel rapport entretenait-il avec cette salle dans ces 33 séries de passages? C'était sa maison, l'Olympia? L'Olympia, c'était... je vais utiliser un grand mot, mais c'était un peu sa maîtresse. Sa maîtresse, carrément. Ouais, c'était sa salle préférée. Un son que tu n'avais pas ailleurs dans les autres salles, un public qui n'était pas ailleurs dans les autres salles non plus. C'était une histoire d'amour entre papa et l'Olympia, ouais. Il est à moi, l'Olympia, on en reparlera très clair. après. Je pense que, je veux dire, là, ça y est, il l'a dit, quoi. Ouais. C'était son Olympia, c'est lui qui l'a fait le plus, il tient le record. 33 séries de passages. Ouais, mais 33 séries. Alors attention, des fois 6 mois à l'affiche. Pas comme aujourd'hui, où tu passes une soirée et puis après, j'ai fait l'Olympia. Non, ça c'est pas faire l'Olympia. L'Olympia, c'est quand tu te fais l'Olympia 2 mois de suite, à 3 mois de suite, avec juste ton lundi de off, et tu remplis tous les soirs. À partir de là, tu peux dire que tu as fait l'Olympia. Ouais. Papa, il l'a fait 33 mois, entre 2 à 3 mois à chaque fois. Et plein tous les soirs. C'est énorme. Je suis désolée de dire, mais je ne connais pas beaucoup qui arriveraient à remplir tous les soirs pendant 3 mois la même salle. Et ouais, cette Olympia, puis je pense à ça en vous écoutant. Quand Patrick Sébastien fait de l'autre côté du miroir, où il se grime, où il se met dans la peau de votre père, il y a Jean-Michel Boris, juste en face, l'ancien régisseur général, qui se met à pleurer. Tellement il y avait un lien, je suppose, entre les gens de l'Olympia et votre papa. Les techniciens, pour papa, étaient aussi importants que ses musiciens. D'accord. C'était des personnes sur qui tu comptais, à la limite, je vais pas dire plus, mais autant que les musiciens. Parce que si t'as pas de technicien, t'as pas de concert. Tout simplement. Si t'as personne pour brancher le câble, c'est pas toi qui vas y aller, hein. Soyons très honnêtes, depuis quand tu vois le chanteur commencer à monter un backline et compagnie? Non, donc les techniciens sont très importants pour papa, autant que les musiciens, donc ils étaient sur le même piédestal que lui. Ouais. Donc, c'était Gilbert Bécaud, hein, tu gardais la star, hein, quand même, et en dessous, c'était musicien-technicien. Mais t'avais pas de différence entre musicien et technicien. C'était pas genre, on est les musiciens, on est meilleurs, on est les techniciens, on est meilleurs. Non, on est l'équipe de Bécaud. Et on y reviendra, mais il paraît qu'il n'était star que sur scène. C'est la grande phrase de Claude Lemel. Ouais. Bécaud était star que sur scène, après c'était un... Et il savait pas faire en dehors de la scène. Et devant les caméras, mais sinon en dehors de ça, peinture nature. Gilbert Bécaud, l'Olympia, et puis aussi Le Monde. Il a conquis le monde avec des chansons incontournables, dont une qui a fait le tour du monde et reprise par de nombreux chanteurs. Écoutez.
Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens. Je t'appartiens, écrite par Pierre Delanoë en 56, qui deviendra Let It Be Me en 1960, reprise par les Everly Brothers. T'imagines ? C'est énorme. C'est hallucinant. Hein. Par Elvis. Merci. Hein, c'est pas une claque, ça ? Excusez-moi, hein, mais à un moment donné, il faut quand même se rendre compte. Elvis Presley, Frank Sinatra, Ouais. les Everly Brothers. Tout le monde a chanté Papa. Nina Simone. Ouais, t'imagines ? T'imagines ce que c'est ? Ouais. Enfin, non, je dis oui, Je mais veux non. dire, oui, mais moi je dis oui, mais en même temps, waouh ! C'est quelque Waouh, chose. c'est fou ! C'est fou ! Il en était fier, Gilbert Bécaud. Ouais. Papa en était fier. Gilbert Bécaud était, oui, bah, les chansons, faut qu'elles vivent et tout ça. Ouais, qu'elles mais marchent. papa, son ego personnel, ouais. Ses potes la chantent. Attends, t'as Neil Diamond, t'as Elvis Presley, t'as Frank Sinatra, c'est 3 potes à lui qui te chantent ses chansons. C'était des amis. Ouais. Frank Sinatra était ami avec Avec papa, ouais. de grandes voix. Ah, t'imagines ? Ouais. Et puis, croiser Whitney Houston. Ah merde alors, je l'ai croisé. Vous l'avez croisé. Je l'ai croisé. Oui, je vous ai entendu le dire sur un À plateau. 8h du matin. C'est insupportable d'être aussi jolie à 8h du matin. Non, c'est pas juste. Ouais. C'est pas juste pour le reste de la planète, moi inclus, hein, c'est pas juste. Waouh, et la bombe à 8h du mat. Oh, quelle beauté, quelle élégance, quelle classe. Voilà, je t'appartiens. Let It Be Me. Et il y a le sujet qui change. Hein. En français, c'est une chanson qui parle au bon Dieu. Voilà. Et en anglais, c'est une chanson qui parle d'amour. D'accord. Ah oui, comme l'argile, insecte fragile. Alors peut-être vous me voyez venir. Quel rapport il entretenait, tiens, Gilbert Bécaud, avec l'au-delà, avec tout ça ? Il y croyait, mais un peu comme ça, Thomas, j'y crois si je le vois. Donc c'est un peu compliqué de croiser Dieu, hein, comme tout le monde le sait. C'est un peu compliqué de le croiser. Donc il y croyait, mais voilà. Genre, j'ai besoin d'une preuve. D'accord. Il avait tous les soirs, avec la magie du public, peut-être ? Bah ça, c'était sa potion magique, c'était le public. Ouais. Ça, c'était sa potion magique à lui. Il en avait besoin. Son public en avait besoin aussi. Et c'était son truc. Maintenant, Dieu, Dieu, c'est Dieu, quoi. Voilà. J'y pense parce que c'est assez rare, les artistes français, et d'autant plus à cette époque, qui parlent directement et qui interpellent. Bah parce que on a toujours, l'humain a décrit Dieu comme un humain. Ouais. Ça se trouve, c'est pas du tout un humain, j'en sais rien, j'y connais absolument rien et je vais pas me lancer dans cette chose. Mais donc papa lui a parlé comme si c'était un homme. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Voilà. Et à la fin, il dit, tu dois être bien dans ton palais de silence. Voilà. Donc, je veux dire, il lui parle comme si c'était un être humain, mais il s'auto-parle aussi. Ouais. Il parle à tous les hommes, à toutes les femmes, en mode réveille-toi ou fais quelque chose, quoi. Que quelque chose se passe. Magnifique chanson, Je t'appartiens, qui devient encore une fois Let It Be Me. On va rester en 56 avec une autre chanson aussi. On va parcourir la vie de Gilbert Bécaud avec plein de chansons. On reste en 56 avec une chanson magnifique. Alors raconte. Ouais. Une chanson magnifique et marrante. Un titre qu'il interprétera également à la fin des années 50, en 59, avec Mais t'as tout noté ou quoi? Brigitte Bardot. Alors j'ai noté, et puis ça va. Parce que c'est pas possible. Tu me sors des dates, waouh. En 59, oui, alors la date de 59, je l'ai notée pour pas l'oublier. Okay. En 59, avec Brigitte Bardot. On l'écoute et on en parle juste après. Ok. Alors, salut, raconte-nous ce qui est arrivé, comment ça s'est passé pendant qu'on t'attendait là. Alors, tu ne dis rien? Pourtant tu pourrais bien penser à tes copains. Parler du rendez-vous, c'est ça, c'est tout ce qu'on demande. Qu'elle m'avait donné. Elle est arrivée
Je la voyais qui marchait, qui marchait, qui marchait devant moi. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, Émilie me montrait le regard de Gilbert Bécaud. Tu vois ce côté coquin là. Tu l'as dans la chanson. Dans la chanson et avec Brigitte Bardot, comme elle le regarde dans cette séquence. Ah non, mais ils se regardent pas, ils se dévorent, c'est pas pareil. On a dépassé le stade du regard, je pense. Il va naître un amour entre deux jusqu'en 64, il me semble, où Gilbert Bécaud va progressivement se séparer. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Elle en a parlé, je crois, elle aussi, dans son autobiographie. Alors moi, j'en ai entendu parler comme à peu près tout le monde, mais très honnêtement, t'as déjà vu ton père te parler de relations qu'il a eues avant ? Voilà. Donc je pense que je fais partie de la catégorie des gens à qui il va pas parler de ce genre de choses. En tant que fille, c'est pas les informations les plus importantes je pense qu'il m'aurait filé, tu vois. Mais Brigitte Bardot. Une bombe. Excusez-moi, mais soyons très honnêtes. Blonde, waouh, bien faite, gentille comme tout, douce, voilà quoi. Bécaud, Bardot, bébé, auquel il répondra à cette histoire d'amour dans une chanson quelques années plus tard après cette séparation. Une magnifique chanson sur l'adultère, écoutez. Mais voilà, on m'aimait bien. On a fait semblant de rien, comme s'il était naturel que je me paye un joujou pareil. Maintenant tout est comme avant, et je suis rentré dans le rang. Mais quand j'entends chanter le vent, j'entends l'aventure. L'aventure. Bah oui, t'imagines comment je peux me payer un joujou pareil. C'est fort, hein, Je sais pas comment elle a dû le prendre, Bardot. Petite Ferrari, là. Ouais. C'est un compliment. Et cette vidéo, cet extrait que vous pouvez retrouver sur l'INA, où on le voit chanter cette chanson, on se dit, mais dans son regard, il doit penser à cette aventure. Ah bah évidemment. C'est... Évidemment, quand... Bah oui, tu y penses, c'est une partie de sa vie. Donc fatalement, quand tu la chantes, tu la vis encore, quoi. C'est normal. Et oui. Fin des années 50, 2 idoles. Et puis on y reste avec des chansons comme Le jour où la pluie viendra, Les marchés de Provence, Tête de bois et bien évidemment Salut les copains. On va longuement évoquer cette période où Bécaud aurait pu tourner la page, comme beaucoup de cette époque, d'être balayé par les yéyés. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps et il est resté là, il est resté leur parrain. On en parle juste après l'extrait, là aussi. Salut les copains, voyez j'ai mauvaise mine, les rues de Pantin manquent de mandoline. Je pars en voyage avec pour bagage, dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise, moi je pars pour l'Italie. Encore une fois, grâce à Pierre Delanoë, votre tonton à la grosse voix, qui était directeur artistique d'Europe 1 et qui a pris ce nom Salut les copains pour le titre de l'émission. Et il en avait comme ça, enfin voilà, Gilbert Bécaud est resté le parrain des yéyés et il a eu une amitié avec une autre idole, Johnny Hallyday. Ouais. Il vous parlait souvent de ces liens d'amitié qu'il avait dans le métier. Est-ce qu'il en avait des vrais amis, Gilbert Bécaud, dans le métier ? Oui, mais le problème, c'est que ça bossait beaucoup, tout le monde. Ok. Je veux dire, papa, Charles Aznavour, donc tonton Charles, on se voyait surtout à Noël, parce qu'on avait un chalet, on était voisins. Ok. Donc on se voyait beaucoup à Noël. Mais ça bossait tout le temps, quoi. Les papas, ils étaient tout le temps partis. Il y en avait un qui était au Japon, l'autre était aux États-Unis, l'autre au Canada, l'autre en Afrique. Je veux dire, ils étaient partis dans tout le monde en entier à cette époque-là. Serge Lama, il était rarement là aussi. Je veux dire, tous ces gens-là, tout le monde, voilà quoi, tous ces grands chanteurs-là, ils voyageaient tellement que quand tu les croisais, c'était tout de suite la fête, quoi. Ouais. Parce que entre-temps, ils n'avaient pas le temps, ils étaient dans des concerts à droite à gauche, pas forcément dans le même pays, ou dans le même pays, mais à l'opposé. Et c'était des amitiés durables. Oui. Vous parlez de Aznavour, de Lama. Ouais.
Ouais, c'était des amitiés durables. Johnny aussi, oui. Ça causait pas mal ensemble. D'accord. Maintenant, ça se voyait pas souvent, parce que, voilà, t'as pas forcément le temps quand tu travailles. Mais, et puis, heureusement, parce qu'ils avaient tous du succès, donc c'était chouette. C'est pour ça qu'ils travaillaient autant. Ils auraient été nuls, on serait tous restés ensemble. Et Beko aurait pu se faire balayer par cette vague yéyé. Oui, mais quand cette vague yéyé était en France, lui, il était ailleurs. D'accord. Il était au Canada, il était aux États-Unis, il était en Italie, il était au Japon, il était en Allemagne, il était partout. Pendant que la vague yéyé était là, il n'était pas là. Donc, ça ne l'a pas dérangé plus que ça, il n'a pas été balayé, puisqu'il était à l'autre bout de la planète. Ouais. On ne pouvait pas le balayer, c'est pas comme sur Internet où on peut t'oublier très vite. Bien sûr. Là, on ne peut pas t'oublier. Puis quand tu reviens à Paris, tu mets un bazar pas possible que tout le monde est obligé de savoir que tu es là. On électrise les foules, Lola. C'est ça. Un mot sur une personne qui ne l'a jamais oublié, c'est Serge Lama. Je me souviens d'une émission il y a quelques années où il reprenait Marie devant vous et votre maman, où il interprétait Gilbert Ouais. dans ton costume bleu pétrole. Ça, c'était aussi une belle amitié. Ça, c'est... Alors, maman, elle a eu un peu de mal, parce que, voilà, ça touche son mari. Ouais, et en plus, sûr. c'est un ami à papa, donc voilà. Moi, j'ai... Kitty te dit toujours « je t'aime ». Moi, j'ai été honorée, j'ai été flattée. Je me suis dit, waouh, c'est chouette. C'est pas juste un copain à papa, c'est aussi un copain à maman. Sacré toi, tu l'as bien choisi. J'ai les paroles qui me reviennent à l'esprit. Merci Serge. Merci parce que ma maman, elle est là, elle fait tout ce qu'elle peut, elle aussi, dans l'ombre. Parce qu'elle veut plus être à l'écran ou faire des radios et tout ça. C'est pas son truc. Elle dit, j'ai un accent qui est beaucoup trop prononcé, je ne peux pas. En tout cas, les années 60, ils vont rester là, cette équipe, Pierre Delano et Gilbert Bécaud, et ils vont faire le casse du siècle. Ah ouais. Ah oui, là je pense que là aussi vous me voyez venir avec une chanson que tout le monde connaît. Écoutez. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Et maintenant, quelle voix, quelle chanson. Ça fait toujours quelque chose quand on entend cette puissance, cette voix. Je pense que le boléro de Ravel y est pour quelque chose aussi. Le côté tan, tacatatan, tacatatan, tacatata, tacatata. Je veux dire, il est récurrent, il est là pendant toute la chanson. Et papa, il arrive comme une bombe. Comme une bombe. Ouais, j'adore. Ça vous fait quelque chose de réentendre, j'y pense, ce genre de chanson, quelques années, plus de 20 ans après sa disparition? Alors, c'est pas forcément les chansons, c'est sa voix. Comment il dit les choses, certaines choses. Comment il prononce certains mots sur certaines choses. Où moi, je tilte. Où les autres ne tiltent pas parce qu'ils comprennent pas. Mais à un moment donné, j'entends un truc qui est papa. Qui est personne d'autre, qui n'appartient à personne d'autre. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et je l'entends et ça me fait sourire. Je me fais avoir quand je fais des duos avec lui. Quand je chante avec lui sur scène. Vous avez l'impression qu'il est là? Je me fais avoir parce que je le vois. Il est devant moi, je suis là et puis je me fais embarquer par mes sentiments, par mon cœur de fille. C'est mon papa avant d'être le chanteur, tu vois. Donc mon cœur de petite fille se fait emporter très vite par ce regard, par... des intonations. Ouais. Comme faisait Thierry Leluron, Jane Fonda, quand il appuyait sur les F. Voilà, des petites choses, des petits... Même, je l'entends quand il chante des mots, comment il les prononce sur certaines copies.
et tout ça, des gestes, quand je le vois à la télé, des gestes que, waouh, ça, je suis... Vous le retrouvez. Ah, je suis retour en arrière direct, et il y a des moments, ça peut être très dur à avaler, et d'autres moments, c'est hyper facile. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, je pense que ça doit s'appeler le deuil aussi, tout simplement. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, quand je me fais avoir, waouh, je m'en prends un bon coup, quoi. Dans Et maintenant aussi, il y a toutes les phases du deuil, le rejet, l'espoir, puis la résignation. C'est surtout, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Une histoire d'ailleurs incroyable. Bah oui, hallucinante. Comment elle est née alors, cette chanson ? Alors, papa part pour faire un concert, je crois que c'est dans le sud de la France, je suis pas sûre. Hein. Je crois que c'est à Nice. C'est ça, hein. Il est avec une actrice. Helga Andersen. Oh, merci. J'allais dire, mince, j'ai oublié. Ah là là, merci tes notes. Non, là, c'est pas sur mes notes. Là, vous pouvez voir, chers amis, c'est pas sur mes notes. Ah, zut. Et donc, elle descend pour un week-end romantique. Ouais. Et papa descend pour chanter. Pas du tout romantique. Non, quand tu pars travailler, en général, t'es pas très romantique dans ta tête à la base. Et puis... il fait son concert et il revient. Et puis dans l'avion du lendemain, elle est dans l'avion avec lui, encore une fois, assise à côté de lui. Puis il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Genre, je pensais que tu étais au week-end. Puis elle lui raconte toute son histoire. Puis à un moment donné, elle lui dit, et maintenant, que vais-je faire ? Et là, il lui dit, stop, t'arrêtes de parler. Il a commencé à écrire, et maintenant, que vais-je faire ? Et il a commencé à écrire les 2-3 premières paroles, et ils sont descendus de l'avion, il a couru, il a pris le premier téléphone, il a appelé Delanoë. Et Delanoë lui a dit, voilà, j'ai la première phrase, débrouille-toi pour le reste, rejoins-moi au chalet. Et voilà. Le chalet, ouais, où ils écrivaient tous les deux. Tous les auteurs ont écrit avec papa. Et c'est devenu un tube mondial. Ouais. What Now My Love. T'imagines ? Dans toutes les versions. On en parlait tout à l'heure de Nina Simone. Espagnol et tout aussi, hein. Ouais, en allemand, en machin. Allez, vas-y, quoi. Sinatra, ouais. C'est fou. Quand tu penses qu'une chanson peut faire le tour du monde. Aznavour le disait, il y a peu de Français qui ont fait des tubes internationaux. Hein ? Mondial, en fait. Oui, mondial. Mondial. Il y a le My Way. Et maintenant. Voilà. Il n'y a pas grand monde sur la liste. Hein. Ils sont que 2 pour le moment. Hein. Ils sont 2, ouais. The Good Life. Le tour du monde. Bon, je ne te parle pas de Michael Jackson. Parce que lui, il a fait le tour du monde 8 milliards de fois. Oui. Mais waouh, pour des Français, bravo. Autre tube qui a fait un tour du monde, en tout cas dans les républiques soviétiques, vous voyez... Non, pas du tout. Je vois pas du tout laquelle. Là où je vais vous emmener, on va l'écouter tout de suite. De toute façon, on l'a sur le bout des lèvres. Chez nos amis, là. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie, 1964. Ouais. Elle a failli jamais le voir le jour, cette chanson. Ils n'arrivaient pas à trouver, il paraît. Alors moi, je suis pas trop au courant de cette anecdote. Ok. Je suis très honnête, je suis pas très au courant de cette anecdote, mais je sais qu'ils ont ramé. Voilà. C'est à peu près tout ce que je sais. C'est tout ce que je peux dire. C'est bien résumé. J'ai pas d'autre explication. Ils ont ramé et il y a une anecdote racontée notamment dans ce livre. Je l'en parle quand même puisque... Ah bah oui. Voilà, de Claude Évidemment. Lemel et Jacques Pessis, Beko, On revient te chercher, où il raconte que votre père devait chanter en URSS et apparemment cette chanson a été interdite par le comité de censure et lui, pris d'énervement, il a dit bah si c'est ça, je rentre à Paris, je chante pas. Oh bah oui, mais ça c'est tout à fait papa. Il avait un caractère impulsif, presque toulonnais, si je puis me permettre. En gros, c'est tu lui dis pas ce qu'il doit faire sur scène. Ah, sur scène, d'accord. C'est son travail, c'est son domaine. Ouais. Et il était là avant toi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais ça vaut pour n'importe quel autre chanteur. Tu dis pas à n'importe quel artiste, tu vas chanter ça parce que voilà, c'est comme ça. Non, regarde Madonna. Oui.
Non, vous n'allez pas chanter cette chanson. Regarde-moi bien parce que je vais te la faire en 2 fois pire qu'avant. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut savoir où tu mets les pieds. On n'interdit pas aux gens de travailler comme ils ont l'habitude de travailler, surtout quand c'est des concerts et que tu as payé pour voir ça. En Russie. Tu vois. Donc ça lui avait pas plu. Qu'on lui dise ce qu'il avait. En plus, parce que Nathalie, c'est pas une chanson super. Mais il y a rien d'engagé du tout dans Nathalie. Il y a rien du tout. Elle est neutre de chez neutre. Et donc, je sais pas. Peut-être qu'ils ont eu peur qu'il raconte une connerie dedans, qu'il change des paroles pour raconter un truc. Je sais pas comment il réfléchissait à l'époque, mais connaissant papa, il aurait dit on m'interdit de la chanter, je m'en vais. Après, tu fais quoi avec les 3000 ou 5000 personnes qui sont là? Et il a popularisé. En tant que producteur, t'es ballot quand même. Hein. Et il a popularisé le prénom Nathalie. Bah oui. C'est fou, après cette chanson, on voit un pic que je suis allé voir sur Internet. Il y a eu des naissances de Nathalie dans tous les sens. C'est fou. Ouais. C'est fou. On parlait du côté un peu professionnel, un peu méditerranéen de Gilbert Bécaud. Et il y a une chanson là aussi qui lui ressemble bien, c'est Les Marchés de Provence. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un beau plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrennes l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Là aussi, très belle séquence avec Brigitte Bardot où on la voit lui mettre des fruits et des légumes dans une émission. C'était ça. Il était attaché à Toulon, au sud de la France. Il vous en parlait? C'était chez lui, c'est son soleil, sa plage, ses maisons, ses voisins. Oui, c'était ses racines, c'était chez lui, oui. Ses racines de Toulonnais. Ouais. Donc Les Marchés de Provence, magnifique chanson. Puis Bécaud, c'est aussi dans les années 60, on avance un petit peu, une collaboration qui a commencé même plus tôt dans les années 50 avec Louis Amade. Un autre de vos tontons, je crois qu'il avait un surnom. Palou. Ça vient d'où, Palou? Palou. Je sais pas, en fait, je l'ai appelé Palou comme ça. Tu sais, les enfants, ça te donne des surnoms, tu sais pas pourquoi. Hein. Tonton Palou. Ouais, mais c'était Palou, tout simplement, Palou. Quand il est mort le poète, magnifique chanson. Vous l'avez bien connu aussi, Louis Amade? Ah oui. Il avait un accent du terroir? Non, pas trop. Il était, je dirais, plus réservé que les autres. D'accord. Un peu moins foufou, mais... Préfet poète en même temps. Oui, mais... Attention, le préfet pouvait se lâcher. Hein. Là, c'était plus un préfet que t'avais là en face. Mais c'était... comme un chouette tonton, un tonton que t'as pas, que t'aurais aimé avoir. Oui. Moi, j'ai grandi avec tout le monde, donc c'est compliqué de les départager parce que je les ai tous aimés très fort. Et j'ai eu de la chance. Palou, il m'a écrit un poème. Ah oui? Ouais, pour moi, ouais. Dans un de ses livres, il en a écrit un pour moi. D'accord. Ouais, et j'étais petite quand il l'a écrit et je l'ai toujours à la maison. Vous avez comme ça des souvenirs de vos tontons? Moi c'est des souvenirs de petite fille que j'ai pas de souvenirs de travail. J'ai des souvenirs de petite fille à qui jouait aux cartes avec moi, et qui allait se balader en forêt ou ramasser des fleurs, tu sais, des trucs de petite fille quoi. Oui. J'étais pas branchée à qui était en train de faire quoi, t'as écrit quoi comme parole, non c'est nul, vas-y change-moi. J'étais trop jeune pour ça et puis c'était surtout pas mon domaine, c'était le domaine de papa. C'était très clair. Quand papa travaille, on fout la paix, et quand il travaille pas, on peut y aller. C'était quand tu vas au bureau, t'emmènes pas tes enfants, quoi. Voilà, aussi simple que ça, c'est pareil. Quand ton père est artiste, c'est la même chose. Et moi, j'avais de la chance, c'est que je partais au boulot avec papa. Et oui. Je partais travailler avec lui. Lui, il partait travailler. Moi, en général, j'étais plus petite, donc je partais avec lui, quoi. Mais voilà, c'était
Non, tous ces gens-là, je les ai rencontrés jeunes, donc j'ai pas du tout le côté auteur. Moi, j'ai l'humain en face de moi. J'ai le côté grande personne qui fait attention à une petite fille. Ouais. Tu vois, c'est pas le côté auteur, comment il travaille. Je sais pas, j'avais pas le droit d'y aller. Et les textes, vous parlez du côté auteur, vous les avez découverts plus tard? Bah, quand tu commences à comprendre ce que les doubles sens veut dire et tout ça, oui. Ce que la poésie veut dire. À 8 ans, tu comprends pas. Bien à sûr. 8 ans, tu apprends ce qu'on te dit, et puis voilà, et puis c'est tout. Tu comprends pas les doubles sens et tout ça. Tu sais pas, la virgule, elle est là, oui, d'accord, mais ça te dérange pas plus que ça à 8 ans. Après, quand t'as 14, 15, 16, là, tu comprends plus la virgule. Ah oui, pourquoi elle est là? D'accord, je comprends mieux, elle a un sens, ça change la phrase et tout. Donc, plus tu grandis, plus tu comprends. Et Louis Amade a fait une très très belle chanson. L'important, c'est la rose. Ouais. On va l'écouter tout de suite. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Je trouve qu'elle a quelque chose, cette chanson. Elle met de bonne humeur, elle est réconfortante. Elle a un swing. Elle a un swing. Un petit swing sympa qui te fait avancer, en fait. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Elle a un petit swing sympa. Elle parle à tout le monde, à celui qui s'est fait quitter, à celui qui se balade. Elle est pour tous. Ouais. C'est pas une chanson destinée à quelque chose, elle est pour tous, elle est pour tout le monde. T'en fais ce que tu veux. Tu vois, tu la chantes quand tu veux, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux la chanter en sautant d'un parachute, ou si tu préfères la chanter parce que tu pars faire tes courses, acheter ton pain, elle vaut pour les deux. Et c'est bien dit, puisque l'important dans la vie, ils le disent avec Beko et Amade, c'est la rose, c'est la beauté, c'est la légèreté. C'est ça, c'est joli. tout ce qui est aussi éphémère. C'est vrai. Parce qu'une rose, ça ne dure pas 20 ans. Tu la coupes, le soir, elle n'est plus là. Donc, c'est faire attention aux petites choses, aux petits détails, aux choses éphémères qui sont parfois plus importantes que les choses qui tiennent la route longtemps. Oui, une très jolie chanson. L'important, c'est la rose. Et on va avancer encore une fois. Votre papa est également connu pour être un immense compositeur, notamment d'un opéra. C'était une aventure, ça, l'opéra d'Aran. T'imagines un opéra? Oui. Alors, pas pour Aran, un t'es chanteur gentil, de c'est variété. pas le poisson, hein. C'est pas Aran, c'est Aran. L'opéra d'Aran. Bah oui, c'est pas un poisson, c'est pas un opéra sur un poisson qu'il a fait. Non, opéra d'Aran, c'est sur l'île d'Aran. D'accord. Moi, j'ai toujours dit, ok. C'est sur l'île d'Aran, c'est justement une bande de pêcheurs qui habitent sur une île et... Irlandaise. Ouais, il n'y a plus trop grand-chose à manger, donc tout le monde part un peu en bateau, et puis t'as les catastrophes de ce qui se passe quand t'es marin, et c'est surtout ce genre d'histoire qui est... On l'a fait à Vienne. Ça, c'est un truc que j'ai fait avec papa en tant que régisseur. C'est... j'ai fait cet opéra à Vienne avec lui, avec les musiciens de papa, plus un orchestre symphonique et tout ça. Hallucinant. Et ça continue? Il continue de tourner l'opéra? Non, là, il n'a pas tourné. Non, il ne tourne pas l'opéra. En fait, Mickey, le personnage central de l'opéra, c'était papa. D'accord. Donc voilà, on l'a fait pour voir ce que ça donnait et tout ça. Et il a cartonné. Il n'avait jamais fait ça. Et il a essayé et c'était super. C'était génial et ça a été super bien accueilli. Il voulait le faire pour voir si lui, il en était capable. Il en était capable. Il était, je crois, premier prix du conservatoire, non? Ouais, mais c'est pas parce que t'es premier prix du conservatoire que t'es capable au piano. Attention, hein, t'es pas premier prix au conservatoire de chant. Au piano. C'est pas la même chose. C'est pas parce que t'es bon pianiste que t'es bon chanteur. En règle générale, si, mais... Gilbert Bécaud était les deux. Oui, il était les deux. On a eu de la chance. On a eu de la chance sur ce coup-là, ouais. L'opéra d'Aran, ouais, magnifique. Je crois que j'en ai un extrait aussi. Ah oui, lequel?
Il voulait faire un opéra pour tout le monde, Gilbert Bécaud. T'imagines, il a écrit chaque note de tout. Ouais. De la mélodie, de chaque corde, de chaque truc, de chaque instrument. Je sais même pas comment l'expliquer. C'est un nombre incalculable de notes, en fait. C'est hallucinant. Il a mis 7 ans. 7 ans pour le faire, 7 ans. avec ses complices Delanoë et Louis Amade. Pierre Delanoë. 7 années. C'est énorme. Et il a fait aussi Madame Rosa. On en reparlera après. Ah pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Madame Rosa. Ouais. Bon, qui a été reprise d'ailleurs aussi par une jolie version d'Annie Cordy, une des chansons. Ah, waouh. Ouais. C'est un de mes faibles. Un de vos faibles? Ouais, un de mes petits faibles. J'adore Annie, j'adore son interprétation. Son énergie, ils se ressemblaient sur ça aussi, tiens. Ouais, Annie, elle était très volatile. Elle était très volatile, elle était... moi, j'adorais Annie, c'était ma grande sœur, c'était ma tata, ma grande sœur. J'ai adoré quand elle arrivait chanter Tata Yo-Yo, je suis désolée. Je la regardais, je disais non, sans déconner, Annie. Elle me dit ouais, regarde, ouais. Et elle partait, je lui disais non, tu pars habillée comme ça, d'accord. On va rester à la fin des années 60 où votre papa décide d'arrêter sa carrière aux États-Unis, où il a plutôt marché. Je pense notamment à des chansons peut-être moins connues aujourd'hui, comme Le jour où la pluie viendra. The day that the rains came down. Voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi. Pour quelle raison il n'a plus voulu se rendre aux États-Unis? Pour sa famille? Alors pas du tout, il y est allé tout le temps. Hein. Et il s'est pas arrêté. Pour ses concerts aux États-Unis? Il s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté. Il y avait juste un autre pays où il avait d'autres concerts à aller et faire. Il n'a pas arrêté. Il a jamais arrêté de chanter aux États-Unis ou au Canada. Il a jamais. Il a toujours chanté. C'est juste que il y a des périodes où pendant 2-3 ans, t'as pas eu le temps de venir. Pourquoi? Parce que tu étais de l'autre côté de la planète. Excusez-moi du peu. C'est quand il venait pas dans un pays pendant un certain nombre de temps, c'est parce qu'il avait d'autres concerts à l'autre bout. D'accord. Donc il a jamais arrêté. C'est juste que non, j'ai 30 concerts de l'autre côté, je peux pas revenir tout de suite, va falloir attendre. Puis si tu reviens tous les 15 jours, y a plus personne qui vient te voir après. Aussi, tu vois. Et il est revenu, en tout cas, on en reparlera tout de suite après avoir rencontré votre maman, Catherine Saint-John. Oui. Leur rencontre était plutôt amusante, non? Elle ne savait pas du tout qui il était, c'est ça? Oui, puis non, lui, il a vu une jeune femme, jolie, belle comme un cœur, mannequin, qui allait devenir le premier top modèle de France, américaine, top modèle de France, quand même. Après, une des premières mannequins top modèle, ça n'existait pas encore le mot top modèle. Ok. Donc, ça n'existait pas encore. Et elle devait aller à un dîner qui la saoulait, elle n'avait pas du tout envie d'y aller. En plus, à maquiller pour les séances photos et tout, donc tu as à peu près 10 cm de maquillage sur la tronche, tu vois. Et puis à l'époque, tu prenais le métro habillé comme tu sors de ton shooting photo, c'est-à-dire en talons hauts, tu cours en chaussettes dans le métro parce que c'était une autre époque qu'aujourd'hui. Tu t'en foutais un peu de le look que t'avais, tant que t'étais à l'heure, c'était à peu près tout ce qui primait, tu vois. Et puis elle est arrivée à ce dîner, elle savait pas trop, elle avait pas trop envie. Puis papa, il l'a vu arriver, il a su comment elle s'appelait. Il a pris sa petite étiquette qui était à l'autre bout de la table. Il a échangé avec sa voisine l'étiquette pour pouvoir être assis à côté d'elle. C'est mignon. On dirait un gamin de 15 ans qui fait ça, quoi. Et votre maman avait appris Le jour où la pluie viendra à l'école. Ouais. Et elle le croyait pas du tout qu'il était chaud. Non, parce que c'est comme elle l'a appris à l'école, c'est pas lui qui l'a écrit. Non, c'était pas possible. C'était pas possible. Non. Il habite en France, il habite pas aux États-Unis, donc c'est pas possible. Et il lui dédiera une de ses plus belles chansons. Je pense que de nos jours, elle est encore plus connue qu'est maintenant. Écoutez. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté,
Tu as bien traversé le temps. Il est revenu la chercher. Il y a une histoire derrière. Elle était partie aux États-Unis, c'est ça? Bah ouais, je sais pas ce qu'il a fait comme connerie. Vous ne savez toujours pas? Bah non, ils m'ont rien dit. Je pense qu'il a fait une bourde parce que pour qu'elle parte, tu pars pas sans raison, quoi. Ouais. Je la connais pas, la raison. Mais lui, il en pouvait plus, il a craqué. Je pense qu'il a fait une bêtise. Je veux dire, soyons humains. Il a craqué, il est reparti la chercher. Ah bah ouais. Ouais. Et cette chanson, on le disait, elle est encore présente aujourd'hui, on le voit à la publicité. À toutes les sauces. Ouais. À toutes les sauces. C'est super, non? Ah, moi j'adore. Je pense qu'elle est même plus connue qu'elle est maintenant auprès des jeunes. Ah, attends, j'arrive. Ah, on y reviendra là aussi. Et puis, vous dites, vous arrivez en 72. Vous arrivez. Je suis là. Voilà, tu vois. Donc, il compose un peu d'amour et d'amitié. Ouais. Puis là aussi, je vais vous en mettre un petit extrait. Allez. Pour vous et pour nos auditeurs. Qui est seul et qui réclame un peu d'amour et d'amitié, un peu de chaleur pour ton âme, pour toi tout seul, je veux chanter. Le transistor sera complice d'un secret entre toi et moi. Un peu d'amour et d'amitié. Ouais. Donc c'est une très jolie chanson. Et puis là aussi, encore une fois, il y a une nouvelle mélodie. C'est un mélodiste hors pair, Gilbert Bécaud. Merci. Je sais pas quoi te dire. Ouais. À part merci. Oui, tout ça sort de sa tête. Ça sort pas de la mienne. Oui. Des tubes. Entre les tournées, il en a enchaîné. Et puis il rentrait de temps en temps à la maison. Bah ouais, quand même. Mais comment il était à la maison? Est-ce que c'était 100 000 volts aussi? Tiens. Alors oui. Ah oui, il était très énergique à la maison. Par contre, quand il dormait, il fallait le laisser dormir, parce que quand même, il n'avait pas beaucoup de temps de dormir. Donc quand il dormait, il dormait. Quand il travaillait, il travaillait. Et quand il était avec nous, il était avec nous. C'est-à-dire, il avait plus son âge. Il avait ton âge. C'est-à-dire, si tu avais 12 ans, il avait 12 ans. C'était un grand enfant? Ouais, en général, je me faisais punir à cause de lui. À part votre maman? Ouais. Parce que c'est lui qui faisait les bêtises. Et puis il venait, il faisait « Oh, ta fille, elle a fait ça, mais quelle horreur !» Je lui disais « Non, mais ça va, c'est toi qui l'as fait. » Mais c'est pas moi. Et puis elle le croyait tout le temps. Et moi, elle me disait « Mais tu fais des bêtises. Oh, papa !» Et vous étiez puni à cause de papa? Mais un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Il avait ce jeu, Bécaud. Je parle de la scène, parce que je connaissais pas. Ouais, à la maison aussi, il jouait tout le temps. Tout le temps, dès qu'il y avait une bêtise à faire, il était le premier. Une âme d'enfant qu'on retrouve d'ailleurs dans une autre chanson. Voilà. Avec un violonneux que l'on connaît bien. Monsieur Pointu, écoutez. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Promis le numéro 1, l'as le meilleur. La grande, j'aime bien. aventure. Oh, c'est beau ça. Ah, ça me plaît, ça. Un coup de pied au cul. Mon père n'avait pas tort. Je vole aux étalages et je couche dehors. Je saute dans un camion qui file vers le nord. Ce coup de pied au cul, monsieur, m'a rapporté de l'or. S'il vous plaît. Un coup de pied au cul. Un coup de pied au cul, il a raison. Paf. Mise à prix. Mise à prix. 5 sous. 5 sous. Allons, messieurs, 5 sous. 5 sous, ça veut dire sous, 5 sous, c'est pas beaucoup. 5 sous, alors, 5 sous. 5 sous, il est mieux. 6 sous, le monsieur. Monsieur est amoureux, tant mieux. 6 sous, alors, 6 sous, c'est 2. Un coup de pied au cul, 7 sous, la dame en bleu. Une fois, 2 fois, 8 sous, le soldat. Bravo, caporal. Ce coup de pied au cul te fera général. Un petit effort. Un coup de pied au cul en or. 9 sous, j'ai entendu. 9 sous, 2 sous, le soldat. 1, 2, 3, vendu. On est en 88, là. Quel débit de parole, quelle énergie il fallait avoir pour chanter ça. Ouais, et puis je me demande si papa, il n'avait pas lancé un peu... Alors, je m'avance sûrement beaucoup, attention, c'est juste moi qui dis ça, c'est pas une référence du tout. Mais j'ai l'impression qu'avec la chanson, déjà, Quand tu danses... Quand tu danses dans... Oui. Ouais, quand les toutes premières
versions qu'il a faites, plus celle-là, plus d'autres, où j'ai l'impression qu'il a inventé le rap en France. En fait, qu'il a ramené la rapidité. Oui. Pas forcément le rap, mais la rapidité. La rapidité, le placement. La rapidité, le placement des mots, mais surtout le débit de parole. Le débit de parole, parce que quand tu danses l'original, de la manière qu'il te l'a fait, il faut y aller, quoi. Faut pas te prendre les pieds dans le tapis avant d'arriver, hein, parce que celle-là, tu te rattrapes pas. Hein. Elle est très, très dure à chanter. Et je sais toujours pas au jour d'aujourd'hui comment il a fait. Comment il faisait pour chanter? C'est d'une rapidité, les paroles, c'est hallucinant. Mais les premières versions, hein, pas les versions qui sont ralenties, tout ça, j'arrive plus à la retrouver, justement, cette version où il est méga rapide. De la vente aux enchères? Non, de... Quand tu danses. Quand tu danses. Ouais. Ah, mais j'arrive pas à retrouver cette version, mais elle est hallucinante de rapidité. Et il faisait aussi tous ces concerts, tous ces trucs en plus, c'était pour épater son public. Ah aussi. non, tu sais, il vivait la chanson. Hein. Il la vivait, tu sais, ouais. Il la vivait. Si tout d'un coup il avait envie de se lever, de sauter, il se levait, il sautait. Hein. L'idée n'était pas là 2 minutes avant. Hein. T'as envie, tu le fais. Sur scène, il arrivait à côté de la batterie. S'il avait envie de taper sur la caisse-cœur, il tapait sur la caisse-cœur. Il s'en foutait. C'était voilà, c'est l'instant T. D'où pourquoi chaque concert était unique, parce que tu venais un soir, tu venais le lendemain, c'était pas le même concert, parce que il était dans un autre état d'esprit, il avait une autre énergie différente, il allait pas forcément faire du copier-coller, justement. Ouais. Il sait pas faire du coller, papa. Copier-coller. Oui, il sait pas faire ça. Et vous dites un précurseur, je pense notamment à l'Orange ou à Charlie ou Tira pas au paradis. Mais t'as vu les vidéos? C'est du gospel. Oui, mais t'as vu les vidéos? Où il se bagarre, oui, c'est dans l'Olympia 88. C'est plutôt pas mal quand même. Il paraît qu'il était essoufflé juste sur cette chanson, que tous les musiciens, que c'était physique au possible. Ah, mais c'est très physique. Ouais. Ces chansons-là sont extrêmement physiques. C'est comme si tu courais un marathon, hein. Ouais. C'est très, très, très physique. Mais bon, mis à part papa, pour les autres chanteurs aussi, ceux qui font des vrais concerts, c'est très physique de faire un concert. Hein. C'était épuisé. Hein. Après le concert, quand on vous demande « donnez-nous 5 minutes, le temps qu'on récupère un peu », c'est juste le temps de se changer, de se rasseoir, de redescendre sur Terre. Ouais. Parce que t'es dans tes stratosphères, là, avec tes paroles et tout ça, t'es dans ton ambiance. Tu redescends pour pouvoir après affronter la vraie vie. Qui est les gens qui te parlent, et la plupart du temps, tu comprends pas la moitié de ce qu'on te dit après un concert. Hein. Ouais. Vous étiez que... lessivé. Mais t'es rincé. Et quand il rentrait dans t'es rincé. Ouais. Quand il rentrait dans le Poitou, il était fatigué ou il était déjà reparti? Après une série de concerts, quand il rentrait chez vous, à la maison? Soit il venait puis il dormait, mais bon, en général, le matin, ça n'a jamais été notre fort à la maison. D'accord. On est très très nuls le matin. Par contre, on est hyper doués l'après-midi et le soir, la nuit, on est super doués. Le matin, c'est pas nous. Hein. Donc, le matin, il n'y a pas grand monde qui existe à la maison, si tu veux, c'est plutôt tout le monde dort. Ouais. Et l'après-midi, ça y est, c'est notre matinée, quoi. Cette petite famille dans le Poitou, il était très famille, disait Claude Lemel, Gilbert Bécaud. Oui. Et vous, ça vous a fait quoi d'être... Ça vous a rendu fier d'être la fille de Gilbert Bécaud? Ah, j'ai toujours été fière de mon père. Ouais. Toujours. Jamais regretté de m'appeler Bécaud. Jamais. Les gens Une sont fierté, contents. Ouais. Ah ouais, je suis hyper fière de m'appeler Bécaud, ouais. Partout où vous allez, on vous parle de votre papa? Ouais. Ouais, j'adore. J'adore parce que je me dis, ok, d'abord j'apprends des trucs. Oui. Parce que je suis pas son fan, comme je te disais tout à l'heure. Je suis pas son fan, je suis sa fille. Donc il y a des choses qu'il va pas me dire, ou parce que j'étais trop jeune et tout ça, ce qui est normal. Hein. Conversation père-fille, ton père te dit pas tout, hein, ou ta mère te dit pas tout aussi, et c'est normal. Tu dis pas tout à tes enfants non plus, tu vois. Non, c'était... je sais même pas comment l'expliquer, c'était... C'est un plaisir quand on vous parle de lui. Ouais, papa, ça a toujours été quelque chose de positif pour moi. Donc, on me parle de papa, c'est que du positif. Il y a des gens qui viennent, qui me racontent des anecdotes, que eux se souviennent, bien sûr, que je suis sûre que papa s'en souviendrait pas, même s'il était là, tu vois. Mais j'aime bien parce que j'apprends des trucs.
Je découvre des histoires. Ah tiens, j'ai apporté ça pour ton père parce qu'il adorait ça et tout ça. Ah, super, merci. Et j'apprends des petits trucs que les fans me donnent, des petites infos, des photos, des films qu'ils ont fait à l'époque. J'apprends encore. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il me surprend encore, papa. Ouais, toujours très présent. Ouais, et ça, c'est un luxe que j'ai. De pas être son fan, de pas connaître toutes les dates par cœur et tout ça, de pouvoir être encore épaté. Et ça, j'adore ça. Donc, c'est... C'est papa, c'est pas Gilbert, c'est pas Beko, c'est papa pour vous. Ouais. Il y a une chanson magnifique, on va avancer, on va se projeter à la fin des années 70, une chanson qui parle d'un sentiment le plus difficile pour les humains, le plus moins beau, qui est l'indifférence. Quelle belle chanson. Alors justement, l'indifférence, tout le monde la prend pour justement, littéralement, l'indifférence. Personne n'a compris que c'était justement l'opposé. C'est que l'indifférence, elle existe. C'est comme la solitude, ça existe. C'était pour mettre le point dessus, mettre le doigt dessus. Je veux la voir crucifiée, l'indifférence. Justement, je pense que c'est très clair cette phrase. Et on ne peut plus faire plus clair que ça. C'est j'en veux plus de ton indifférence. Et c'est un message qui passe à tout le monde. Arrêtez cette indifférence totale des gens qui sont en train de se noyer pour une vie meilleure. Arrêtez d'être indifférent avec ce qui se passe dans les autres pays. On ne va pas rentrer dans cette polémique, mais c'est ce que ça veut dire, arrêter l'indifférence. Ouais. Au contraire, soyez là. Faites la différence. On en écoute un extrait. L'indifférence, tu es cocu et tu t'en fous. L'indifférence, elle fait ses petits dans la boue. L'indifférence, il n'y a plus de haine, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus grand-chose. Voilà, tout est résumé. Tu vois, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les paroles. Maurice Vidalin aussi, je crois que c'est Maurice Vidalin qui a écrit cette chanson. Encore un de vos tontons. Ouais, tonton Maurice. Tonton, il avait pas de surnom, tonton ? C'est Maïs. Tonton Maïs. Pourquoi tonton Maïs ? Parce qu'il fumait des gitanes maïs. Voilà, tout ça. Et ses cigarettes, elles étaient jaunes. Ah ouais ? Elles étaient pas comme les autres cigarettes. Et il me disait, c'est normal, c'est des cigarettes au maïs. Donc moi, je croyais qu'elles étaient naturelles. Parce qu'elles étaient au maïs. Moi, je croyais qu'il allait dans le champ chercher les feuilles de maïs et qu'il faisait des cigarettes avec. J'avais pas compris. Donc Maurice Vidalin, magnifique chanson. Puis il y en a tellement des chansons de Beko. J'aimerais, on termine les années 70 avec une autre chanson qu'il a écrite avec Neil Diamond. Il en a écrit plein, laquelle ? C'est en septembre. Ah, September Morn. Ouais, encore un tube mondial. Bah oui. C'est une chanson qui parle peut-être aux Toulonnais qu'il était quand il revenait là-bas. Tout a une petite signification de quelque chose. Hein. Donc, il suffit de bien lire, d'écouter les paroles et puis tu auras le message tout seul. Hein. Je veux dire, c'est pas très compliqué, papa. Hein. C'est où t'as un sous-entendu, ou t'en as pas. Ouais. Voilà. Faut pas aller chercher trop loin. Papa était quelqu'un de... Non, mais c'est vrai, papa était quelqu'un de direct. S'il avait envie de t'envoyer bouler, il t'envoyait bouler. S'il t'aimait bien, tu le savais aussi. Je veux dire, et dans ses chansons, c'est pareil. Et, il fait un point, justement, sur l'indifférence et la solitude. Il fait un point genre, oh, regarde, il te met en face de ton propre miroir, entre guillemets. Ouais. Voilà, mais c'est tout. Il va pas faire de polémique, il va juste te dire attention. Et il va aussi nous émouvoir, comme dans C'est en septembre. Bah oui. On l'écoute. C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. C'est en septembre, voilà, magnifique chanson qui marque la fin des années 70 et puis le début des années 80 où vous faites votre arrivée aussi avec en duo avec votre papa. Ouais. Vous en gardez un bon souvenir de Mañana c'est Carnaval ? Alors t'imagines, c'était chez les Carpentiers. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Hein. En tout cas, quand même, moi perso, ça me rajeunit pas.
Chez les Carpentiers, j'étais la seule fille d'un artiste, le seul enfant en tous les cas d'un artiste qui venait chanter avec son père. J'avais 5-6 ans, un truc comme ça. Et je venais sur scène et je chantais avec papa. On se demande comment vous faites pour ne pas tomber de la voiture d'ailleurs. On la voit bouger dans cette séquence. Énormément d'équitation. Ah, c'est le cheval. Ouais. D'accord. Une fille de la campagne. Hein. Ouais. L'équitation, ça paye quand t'es sur une 4L pourrie. On vous voit haute comme 3 pommes balancer. Ouais, je tiens, oui. Oui, hein. Tu sais, quand tu fais du poney et du cheval, tu tiens à la route après, hein, sur une voiture qui Et tient il pas. était fier, votre papa, de vous emmener? On s'entendait bien tous les deux, on se marrait bien. Hein. On n'avait pas besoin de se parler beaucoup, on se regardait, on se comprenait tout de suite. Donc ça, c'était chouette. C'était mon meilleur ami. Encore aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui, je lui parle tous les jours. Je dois le saouler à force, je pense. J'ai pas de téléphone, mais je suis en ligne directe avec. Et je lui parle tous les jours, tous les soirs. Je lui raconte ma journée, même s'il l'a vécu avec moi, c'est pas grave. Deuxième sauce, je fais un débriefing. Ouais. C'est ma manière à moi de pouvoir vivre avec. Ouais. Parce qu'il n'est pas là, j'en parle tous les jours. Ce qui est compliqué au bout d'un moment, hein, parce qu'on te demande d'avancer dans le futur. Mais moi, je veux bien, les gars, mais vous me ramenez toujours en arrière. Donc, ça devient compliqué. Donc, soit tu le prends bien, soit tu le prends mal. Moi, je le prends bien parce que je l'ai toujours bien pris, papa, et on a toujours été des amis. Mais, c'est comme ma maman. Ils ont chacun une partie de mon cœur. C'est comme mes enfants. Il était fier, votre père. On va l'entendre dans l'extrait juste maintenant. Regardez comme il vous incite. Il vous le dit plusieurs fois. Chante, Mimi. Mais même là, tu m'entends rire. Je suis morte de rire. On avait cette complicité où même à 5-6 ans, je suis morte de rire en pleine télé, en pleine séance de studio. On rigole et il le coupe pas. Il garde justement ce côté, on est en plein fou rire, tous les deux, et on se marre. Et voilà, c'est notre relation. Elle est décrite là, juste avec ses fous rires et mon fou rire, tu entends tout de suite la connexion qu'on a tous les deux. Ouais. Elle est très forte. J'ai énormément de chance d'avoir cette même connexion avec ma mère. Ça, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment aimée et que j'ai vraiment aimé aussi en retour. Je trouve ça une chance. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. D'avoir la voix de son papa aussi. Hein. Alors c'est chouette et en même temps c'est lourd à porter. D'entendre ton père tout le temps, c'est très sympa de l'entendre parce que c'est un de tes rêves quand tu l'as pas. Mais quand tu l'as, l'épée Damoclès, elle est là. Hein. Oui. Elle est au-dessus. Hein. Et puis, en travers de la gorge, t'as cette espèce de boule qui arrive là. Et t'as du mal à l'avaler. Hein. Et puis, vous vivez aussi peut-être toutes ces angoisses, indirectement, en étant la fille de Gilbert Bécaud, dans les années 80, je pense. Ah non, j'ai les miennes, ça me suffit. Quand vous étiez enfant. Je pense notamment, après Désiré, les choses vont un peu plus se calmer pour Gilbert Bécaud. En termes de vente de disques. Alors en France, oui, mais pas dans le reste du monde. Dans le reste du monde, encore une fois, ça ralentit pour nous ici, mais pas ailleurs. Il continuait. Ah oui, Madame Rosa, d'ailleurs, dont on parlait, qui a été jouée. Elle est passée à Broadway. Ouais. C'est pas passé à Paris, il n'y a pas de Broadway à Paris. Un sujet fort, ça aussi, Madame Rosa. Ah oui. Je veux dire, il s'est jamais arrêté, en fait. Il était juste pas là quand on ne l'entendait pas en France, parce qu'il n'était pas là, aussi bêtement. Et à l'époque, si t'étais pas là, on parlait pas de toi. Il fallait être là. Parce que, justement, les médias, il y a un truc qui sort tous les jours. Ouais. Donc, fallait être sur le coup tous les jours. Et si t'étais pas là, on parlait pas de toi. T'avais disparu. Mais ça valait pour tous ceux qui partaient travailler dans le monde en entier. Je veux dire,
c'était pareil pour tous les autres chanteurs ou acteurs méga connus. Tu partais dans un pays étranger, la France n'avait pas d'infos de toi. Par contre, quand tu revenais, tout le monde était sur le tarmac, ils t'attendaient. Ah, vous avez été là, vous avez fait quoi? Et c'est à ce moment-là qu'ils faisaient leur scoop. Donc, c'est une fois que tu étais de retour en France. De retour, tiens, avec justement quand il revient avec Madame Rosa, qui n'a pas été jouée, il me semble, en France. Non. On va en écouter un extrait parce que je trouve cette chanson magnifique et peu connue de la discographie de Gilbert Bécaud. Ah. Madame Rosa, t'as des larmes qui sourient. Madame Rosa, t'as des rides à tes folies. Et tu vibres, triste et libre, comme un violon d'Israël. Quelle voix, encore une fois. Gilbert Bécaud, Madame Rosa. Là, c'était en 97. Oui. Quand il réouvre l'Olympia, il y a ce disque qui est derrière moi. Oui. Avec un sujet fort, il arrive toujours à nous émouvoir. Bah, c'est le but. Oui. C'est le but de l'interprétation. Ouais. Voilà, je sais pas quoi dire. Et de l'interprétation, oui, non, mais et de la communion aussi avec son public. Oui, je pense ça notamment... va de pair, quoi. Je veux dire, si t'es nul sur scène, t'as pas de public. Et Si il les bon... engueulait. Je pense en 98, oui, il y a un alors extrait. là, après, on n'est plus dans le même domaine. Là. Après, c'est plus Madame Rosa, c'est plus cette ambiance-là. Après, c'est l'ambiance qu'il a avec son public. Oui, il les engueulait parce que tout le monde voulait chanter. Alors, oui, d'accord, tu chantes, mais tu chantes bien. Si c'est pour chanter n'importe comment, c'est pas la peine. Ouais. En gros, c'était ça. Donc, il les dirigeait comme un chef d'orchestre dirige ses musiciens, il dirigeait son public. Et ils adoraient ça. Ouais. Ils adoraient ça, se faire engueuler par papa et tout. Puis t'es méchante. Bah écoutez, justement, je vous en ai mis un extrait. Ça, c'est papa. Ça, c'est papa pour moi. Et les gestes. Dans un grand champ de blé. Et c'est pour ça que l'on trouve. Et c'est pour ça que l'on trouve. Chante. Dans ce grand champ. Ce grand champ des bleus. Et après, il va les accompagner au piano sur Quand il est mort le poète, texte de Louis Amade. Oui. Ah, celle-là, il dirait chef d'orchestre, là. Ah bah oui, mais ils ont une complicité, papa et son public. Ils aiment bien quand il les agresse un peu. Ils aiment bien ça. Le public, ils aiment bien quand papa s'énerve un peu sur scène et qu'il râle. Ça les fait marrer. Alors, je vais pas dire qu'il en abuse, mais il se dit, ah bah vous voulez chanter, vous voulez vous marrer, on va y aller. Allez. Et puis il prend le taureau par les cornes et puis on y va. Puis il a les chansons pour. Celle-là, oui, et l'important, c'est la rose. Alors à la base, il les a pas écrites pour ça. Oui, je me doute. Tu vois, c'est le public qui se les a appropriées tout seul. Ouais. Et vous voulez chanter, ok, mais chantez-moi ça bien, faites-le correctement. Zut quoi. Je veux dire, si c'est pour chanter comme dans ta baignoire, ça nous intéresse pas, entre guillemets. Oui. Il y a quand même 500 personnes, 5000 personnes, je sais pas moi, 300 personnes. On peut monter encore plus haut, comme voilà. Mais tu dois bien le faire. Ouais. Et le public, ils attendaient ça, de se faire engueuler, mais t'as pas idée. Ils attendaient que ça, c'était rigolo à voir. C'était rigolo, et la dernière fois, je crois, où on entend votre papa les engueuler sur un disque, c'est à l'Olympia 97. C'est la dernière fois, l'important c'est la rose. Il les engueulait assez souvent, donc moi, si tu veux, en tant que régisseur, c'est quelque chose que j'entendais assez souvent. Mais oui, tout le monde aimait ça. Cet Olympia 97, quand il apprend la fermeture d'ailleurs. Oui. On arrive vers les dernières années de sa carrière. Il apprend la fermeture en 96.
il fait sa fermeture et il fait sa réouverture. Oui. Il était ému, il était excité, il était comment ? Alors, déjà, il a kidnappé l'architecte de Paris, Tonio Béchu, qui faisait l'Olympia. Ouais. Il te l'a kidnappé, il lui a dit « Attends, mon gars, tu vas pas faire n'importe quoi, c'est une salle de concert, il y a des normes à respecter, il y a du son, il y a des machins. » Donc, il était très technique avec. Ouais. Et il lui a dit « Moi, je veux une lucarne. » Voilà, on y vient. Et ils ont dit pourquoi ? Parce que le jour où tu as les artistes qui veulent rentrer, qui sont plus là et qui veulent rentrer, il faut bien qu'ils rentrent par quelque part. Donc tu me fais une lucarne. D'accord. Donc ils ont fait la lucarne, l'espèce de triangle, pour que les artistes qui sont partis puissent revenir et assister au concert pour qu'ils que veulent Brel... assister. N'importe qui, n'importe lequel, Piaf, n'importe qui peut redescendre et venir assister au concert gratuitement à l'Olympia. Et il était heureux en 97 quand il pose le pied sur ce nouvel Olympia, son Olympia. Alors, oui, il était heureux. En même temps, non. D'accord. Oui, parce que tu as plus de place sur scène, donc c'était plus pratique. Et non, parce que, pour être très honnête, en coulisses, on a perdu le charme de l'ancien Olympia. Après, c'est très moderne. C'est pas du tout ce que l'Olympia était avant. De Bruno Cocatrix. Ouais, le bar de Marilyn a changé. C'est plus les vrais posters. Ça a été copié-collé, si tu veux. Tu n'as plus la texture, tu n'as plus l'authenticité de l'époque. C'est ce que Patrick Sébastien chante. Tu peux refaire la peinture, tu peux changer la peinture, on ne refera jamais l'aventure. C'est ça. Quand donc, il imite votre papa. C'est ça. Ouais. Donc, c'est, comme on dit aux États-Unis, bittersweet. Tout amer. Voilà, c'est ça. Et oui, l'Olympia. Et il y a cette chanson, là aussi, on va avancer. Déjà, vous étiez sa régisseuse, donc ça, peut-être qu'elle vous fait écho, où il déclare sa flamme à l'Olympia. Là aussi, c'est pas une chanson extrêmement connue de Gilbert Bécaud, mais qui est pour moi riche de sens. Écoutez. Le son était trop fort, bleu, beaucoup trop bleu. Il fait beau cette nuit. Je suis un homme heureux. Oui, monsieur. Et je crie la vie comme une dernière heure. Et je vis la vie comme on rêve d'ailleurs. Et je ris la vie pour oublier qu'elle pleure. Et je prie la vie pour un monde meilleur. Je le prends dans mes bras. Il est à nous, l'Olympia. Pardon. Vous avez raison. Quelle chanson. On le voit embrasser le public, sortir avec une bouffée. Moi, je vois papa. Ouais. Donc, j'ai pas les mêmes images. Moi, je vois papa. Voilà. Tirer une taf de cigarette. Bah, c'est moi qui lui apporte sa clope et son whisky. Donc. Eh ouais, l'Olympia. Ouais. Cette grande histoire d'amour. Et il l'a chanté jusqu'au bout là-bas. Même malade. Peut-être un sujet plus sérieux, plus... Il avait une force de courage, Gilbert Bécaud, pour affronter, c'est son public, mais c'est quand même un showman, affronter le public avec la maladie. Alors, je pense pas que ça soit... Alors, je sais pas comment le dire, mais je pense que je parle que pour papa, peut-être pas pour les autres, mais peut-être aussi pour les autres. Le public, après autant d'années que tu as vécu avec eux, c'est comme la clope, c'est une drogue, tu peux pas t'en séparer en fait. Ouais. Tu vois, c'est très dur d'arrêter de fumer. Arrête de chanter quand t'as eu 50 ans de carrière. C'est super compliqué. C'est une drogue, c'est une adrénaline que tu as sur scène qui est très 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 addictive, qui est très prenante, qui t'aspire. Tu peux lâcher ta vie de tous les jours juste pour ça, pour 2 heures de concert. Je sais même pas comment l'expliquer. C'est vital, c'est comme l'oxygène. C'est une énergie que tu n'as pas ailleurs. Ça te refoule les batteries
à Donf, t'es rechargé, même si t'es fatigué, t'es rechargé. Le public est une drogue. Et ça l'aidait à tenir? Mais bien sûr. Ça l'aidait à affronter sa Évidemment. maladie? Et puis c'est aussi grâce à eux que papa a tenu aussi longtemps. Ouais. Je l'en remercie. Je remercie tout le public d'avoir été là, de nous avoir aidés, les fans qui étaient là, qui savaient, qui étaient autour et qui nous ont soutenus. Oui, merci beaucoup. Ils se reconnaîtront, j'ai pas besoin de dire qui ils sont. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup le public de l'avoir soutenu jusqu'au bout. Oui, grâce à eux, il a tenu plus longtemps que prévu, oui. Il a gagné une première fois en 98, 19, et avec une chanson aussi dont on va écouter un extrait de votre dernier tonton, Claude Lemel, Faut faire avec. Ah, tonton Claude. On peut pourtant défier le temps en regardant la mort en face, puis sans un cri payer le prix des cigarettes. Faut faire avec. Faut faire avec. Il était comme ça, Gilbert Bécaud? Il faisait avec ou... Au stade où t'en es, là, t'as pas trop le choix. Hein. Ouais, mais il était combatif, vous l'avez souvent dit. Ah, mais il s'est battu comme un chien, si je peux le dire ça comme ça, comme un loup enragé, comme un lion, j'en sais rien, une lionne. Il s'est battu comme un fou. Malheureusement, la maladie l'a emporté, ça a été plus fort que lui. Comme toute personne qui perd une personne de cette maladie-là, c'est insupportable. Mais voilà, faut l'accepter. Je vous le cache pas que j'ai encore du mal à l'accepter aujourd'hui. Hein. Voilà, mais il n'a pas accepté la maladie, mais il s'est résigné. C'est dans la chanson, c'est très clair. Encore une fois, tu peux pas faire plus clair. Ouais. Je veux dire, dans la chanson, il parle d'un nouveau millénium. C'est moi. Je suis enceinte de mon fils. Il en parle dans la chanson. Le ventre lourd. Voilà. C'est moi qui suis enceinte. Et après, il dit qu'il faut qu'il paye le prix des cigarettes. Donc, je veux dire, le résumé est là. T'as une nouvelle vie qui arrive. Moi, je m'en vais. Alors, soit tu le prends... tu le prends pas bien sur le moment, c'est clair. Tu le vis mal en tant que fille. Tu le prends mal parce que c'est ton papa et tu refuses cette idée qui est pas très agréable à avaler. Bien sûr. Tu la refuses et puis t'es dans le déni. Tu veux pas. Tu veux pas que cette situation arrive. Mais Dieu merci, papa a la chance d'avoir un public bienveillant que je connais depuis que je suis toute petite. Ils nous ont jamais lâchés, maman et moi. Ils ont toujours été là. Et ça, merci, rien que pour ça, merci beaucoup, quoi. Parce que tu te sens moins seul. Parce que moi, mon papa, je l'ai partagé avec tout le monde toute ma vie. C'était pas juste mon père qui allait au bureau et qui rentrait le soir et puis patin couffin et qu'on racontait exactement les mêmes choses à table. Non, mon papa, je le donnais aux autres. Tous les soirs. Tous les soirs, il appartenait à d'autres familles qu'à moi et qu'à ma mère. Ouais. Donc, en tant que fille, et ce moment-là, la chanson, quand je l'ai entendue la première fois, j'étais pas très contente. Parce que le message est très clair, il le dit, il dit, tu sais très bien comment ça va terminer. On n'est pas des idiots. Voilà, moi j'étais contre cette idée-là, contre l'idée de partir dans l'au-delà. Je suis pas d'accord avec le concept, donc voilà. Bon, on n'a pas le choix, mais néanmoins, je suis pas d'accord avec le concept. Donc cette chanson-là, je l'aime beaucoup, mais elle me fait plus de mal. Ouais. Parce que c'est trop proche de la réalité, pour moi. Ouais, faut faire avec. Ouais, elle est lourde à porter, l'absence de l'ami, si je peux me permettre. On y reviendra. Il y a une chanson, en tout cas, sur cet album que vous interprétez avec lui, La fille au tableau. Ouais. Et je crois, avant de terminer cette émission, d'évoquer la suite de Gilbert Bécaud, ce qui se fait en ce moment, ce qui se fera, ce que vous voudrez faire. On a une petite surprise pour vous, Oula. Mélodie Radio. Je
vous propose de regarder la télé juste en face. Allez, vas-y. Nos auditeurs, vous allez entendre Vas-y. l'extrait. Chouette. Un tableau de Gainsborough. Est-ce toi, la fille à la mentire que je devine sous ton blue jean? Est-ce toi, ce cavalier qui m'attend Oh my God. au bord de la clairière dans ton costume, 3 pièces rayées? L'histoire d'un autre temps, d'un autre monde, d'une autre vie. D'un autre toi, d'une autre moi, qui se rencontre là. La fille dans le tableau, sous son ombrelle, m'attire près d'elle. Et je sens comme un sang chaud, un souffle chaud, chaud. Tu es là, tu me regardes avec ton look un peu trop hard à New York, au Museum of Modern Art. Tu me regardes effrontément, Oh, sans manière, sans faire de sentiment. Regard pressé d'un homme d'affaires. miroir de notre temps, de notre monde, de notre vie. Et c'est hier et aujourd'hui qu'ils se rencontrent ici. La fille dans son tableau, soudain descend et je la prends, et je l'emmène au grand galop. Mais toi déjà, tu n'es plus là. Ah, merci. La fille au tableau, Gilbert Bécaud, Émilie Bécaud. Désolée. Mais il n'y a pas de souci. Un extrait que peut-être vous n'avez jamais revu. Non, je l'avais pas vu. Vous étiez en Pologne en l'an 2000. Ah putain, oui. Allez, j'ai commencé, j'ai chanté faux. Voilà, on s'est dit que ça vous ferait peut-être plaisir de revoir cette... Ah, c'est chouette, je l'avais pas vu depuis que je l'ai interprété avec papa, en fait. C'est peut-être l'une des dernières captations Ouais. qu'on a retrouvées. Ah, je peux l'avoir? Ah ouais, je vous l'enverrai, oui, Ah, avec grand merci. plaisir. Merci. On salue Jean-Pierre Pasqualini, qui l'a retrouvé dans les archives en Pologne. Oh, merci beaucoup, ça me touche énormément. On vous voit très ému. Bah Bah. ouais, c'est mon papa. Ouais.
c'est mon papa, il me manque. Ouais. Voilà, là, je chantais pas avec Monsieur Bécaud, je chantais avec papa. Voilà, je sais pas quoi dire, c'est mon papa. Votre papa qui nous a apporté tant de bonheur aussi, à nous, son public. Alors là, il y a des larmes, pour ceux qui nous écoutent, des larmes d'émotion en revoyant ces images de la part d'Émilie Bécaud. Donc pour dire à tout le monde quand même, c'est la première fois que je vois ces images depuis que je l'ai chanté avec papa. Donc merci beaucoup. Je viens de me prendre une petite claque, c'est sympa. Mais non, voilà, il était beau. On s'est trompés tous les deux, c'était magnifique. Le petit clin d'œil. Vous avez vu un moment. Moi aussi, je l'ai vu. Voilà, et il s'est trompé dans les paroles, et puis moi aussi. Et ça marchait. La magie était là. C'était parfait. Je m'en fous. On va rester sur des choses, allez, on va plus joyeuses en tout cas. Ah mais c'est très joyeux, je suis ravie de l'avoir vu. J'aimerais tellement lui faire un câlin. Ouais. C'est surtout ça, c'est le côté physique qui me manque. Peut-être qu'il vous regarde là-haut, qu'il était là dans ce studio. Et il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, t'es obligé d'être là, je parle de toi. Ouais. En tout cas, on va parler encore, j'espère longtemps, de Gilbert Bécaud. Moi aussi. Il y a des projets à l'avenir. Alors attends, excuse-moi, il faut juste que je me remette mes petites idées en place. Hein. Moi, j'avance comme ça. Mais... Alors, il y a des projets. Oui, il y a des projets, il y a des choses qui sont en train de sortir. Il y a des. Comment on dit Des reprises. J'ai perdu mon vocabulaire, excuse-moi, tu m'as perturbée. Alors voilà, il y a des reprises de papa, il y a des synchros qui sont faites dans des films et tout ça, qui sont sortis aujourd'hui, qui sortent et tout ça. Excusez-moi. Et donc, je te donne plus d'infos dans 30 secondes. Émilie Bécaud, toujours émue. Oui, pardon. Et donc, oui, il y a plein de choses qui se passent. Attends, j'arrive même plus à réfléchir. Je vais te les lire, ça ira plus vite. Donc, tu as la pub Renault qui sort. Oui, la pub Renault qui est sortie, ouais. Qui est sortie, d'où papa avait une Renault 5 à l'époque. Turbo. C'est-à-dire, pas comme maintenant, électrique, où ça fait pas de bruit. Non, nous, on avait le moteur juste derrière la tête. Ouais. Donc, tu démarrais, tu comprenais que tu avais démarré. Hein, il n'y avait pas de doute là-dessus. Voilà, il y a cette pub-là qui est chouette comme tout et qui, avec des anciennes images et tout ça, et qui rappelle pas mal de souvenirs, en tous les cas, moi, qui me rappelle pas mal de souvenirs, vu que je l'ai vécu, la Renault 5. Il y a un projet de biopic, tiens, sur Gilbert Bécaud. Alors, il y a Pourquoi pas il y a un paquet de projets, mais tu sais, beaucoup de gens parlent beaucoup et pas grand monde fait grand-chose. Ouais. Donc le problème, c'est ça, c'est que pas grand monde fait grand-chose. Donc si quelqu'un veut faire quelque chose, mais pour de vrai, et pas juste le dire et rien faire, moi je suis hyper preneuse. Appelez-moi, vous savez où me joindre, appelez la radio, ils vous donneront mon numéro. Voilà, appelez Mélodie Radio. Appelez le Mélodie Radio et vous me trouverez. Je suis pas loin en général. Ouais, et il est là, puis le centenaire de sa naissance arrive. Ouais, alors là aussi j'ai des trucs qui vont se paspasser là. C'est en pourparler, donc j'ose pas trop dire grand-chose. Vous je te avez raison. Rappellerai. Ouais, on se reverra. Ouais, je vous ressortirai une vidéo. Ah ouais, alors celle-là, tu me préviendras avant, comme ça j'ai l'air moins bête devant tout le monde. Mais pas du tout, c'est comme ça. Ouais, Bécaud, dans des films, dans des reprises à la télévision, Anne Silla, qu'on salue aussi, qui reprend merveilleusement bien. Non, ma petite Anne que j'adore. Je reviens te chercher, ouais. Et puis... Là, il y a Benoît Poelvoort aussi qui chante. J'adore Benoît Poelvoort, merci beaucoup. Il chante, ouais, alors... Il va chanter Mes mains. Mes mains, voilà. On l'a écouté au début, magnifique chanson. Il va chanter Mes mains. Et puis il passe aussi dans le film d'Aznavour. Oui. Papa, bah oui, Aznavour et papa, on est obligés d'être ensemble. Ah, à un les deux moment grands donné. copains. On est obligés. T'inquiète pas, on va réussir. Ils écrivaient 15 chansons ensemble. Voilà, et là c'est Lionel Cecilio qui chante. Silly, c'est autre chose. Cecilio qui chante, oui. Cecilio qui chante. Donc voilà, non, c'est super, je suis ravie. Il est un peu partout. Donc non, je suis contente. Voilà, je suis contente, il est là. Puis il était là dans ce studio. Ouais, avec nous. Et puis pour vous confier quelque chose, j'ai cherché une chanson pour terminer, pour résumer Gilbert Bécaud. Attention, les confidences, c'est quelque chose de dangereux. Hein. Non, mais c'est pas dangereux. Et je me suis dit, je pensais à la balade des baladins, j'ai pensé à Quand je partirai. Je me suis dit, bon, elle est un peu triste, je partirai. Ouais, je partirai, j'ai du mal aussi. Et je vous propose une chanson que vous connaissez toutes, vous l'avez évoquée tout à l'heure, c'est celle-ci. Il avait dit un jour,
lorsque je m'en irai vers les lointains pays au-delà de la terre. Vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres et vous boirez pour moi à mon éternité. L'absent, voilà, on va boire à l'éternité de Gilbert Bécaud. C'est exactement ce que je viens de faire. Ouais, il est là pour longtemps encore. Bah, je m'y attelle. Lui qui était toujours tourné vers l'avenir. Bah, c'est ce que j'essaye de faire pour lui, d'avancer. Ouais. Avec papa, en fait. Et même si elle est lourde. Elle l'absent. est lourde, hein. Ouais. Elle est lourde. C'est quand même plus facile de vendre du Bécaud avec Gilbert qu'avec Émilie. Bah, j'ai pas la même carrure, j'ai pas la même voix, j'ai pas. C'est pas moi qui ai composé les chansons, donc. Ouais. Mais voilà, je les chante. Je fais un paquet de choses pour lui aussi, donc voilà. Merci Émilie en tout cas d'être venue ici pour évoquer la grande carrière de Gilbert Bécaud. Mais avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Ouais, puis désolé pour... Ah bah non, il n'y a pas du tout de désolé, j'étais ravie, merci beaucoup. J'attends les images avec impatience à la maison pour les mettre dans les archives et les faire voir à mes enfants Allez, qui les ont pas vus. c'est promis. Merci à vous qui nous suivez sur Mélodie Radio. Cette émission est disponible en podcast et sur YouTube. Bonne journée Émilie. Merci à vous, bonne journée à tout le monde.